Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravi de lancer ce cours JavaScript spécialement conçu pour les grands débutants. Que vous n'ayez jamais écrit une seule ligne de code ou que vous ayez déjà touché au HTML et au CSS et que vous vouliez aller plus loin, vous êtes exactement au bon endroit. À la fin de ce cours, vous comprendrez comment fonctionne JavaScript, comment écrire du vrai code et comment rendre vos pages web vivantes et interactives. Nous allons couvrir 8 modules essentiels. Les variables et types de données. Après, par la suite, ça sera autour des opérateurs et conditions. Et très rapidement, nous allons entamer les fonctions. Par la suite, ce sera les tableaux et objets. Le DOM ensuite, qui veut dire Document Object Model. Nous allons parler également des événements et de la syntaxe moderne ES6. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, voyons rapidement la route qui nous attend. Ce cours comporte 8 modules. Chacun s'appuie sur le précédent. Donc, il est fortement recommandé de le regarder dans l'ordre. Le module 1 répondra à la question « Qu'est-ce que le JavaScript ?» et vous montrera où et comment l'écrire. Dans le module 2, nous verrons les variables et les types de données, les briques de base de tout programme. Le module 3 couvre les opérateurs et conditions, comment comparer des valeurs et prendre des décisions dans le code. Le module 4 est entièrement consacré aux fonctions, comment regrouper du code en blocs réutilisables. Un concept très important en programmation. Le module 5 présentera les tableaux et objets qui permettent de stocker et d'organiser des collections de données. Les modules 6 et 7, c'est là que tout deviendra passionnant. Nous allons connecter JavaScript à des vraies pages HTML via le DOM et faire réagir les éléments aux actions de l'utilisateur avec les événements. Enfin, le module 8, nous verrons la syntaxe ES6 moderne que tout développeur JavaScript utilise aujourd'hui. Commençons par le module 1. Alors, qu'est-ce que le JavaScript exactement? JavaScript est le langage de programmation du web. Il s'exécute dans tous les navigateurs comme Chrome, Firefox, Safari. Et c'est lui qui rend les sites web interactifs. Sans JavaScript, le web ne serait que des pages statiques sans animation, sans formulaire qui se valide, sans mise à jour en direct. Voici quelque chose d'important à comprendre. JavaScript est un langage interprété. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de compiler votre code avant de l'exécuter. Vous l'écrivez, le navigateur le lit et il s'exécute immédiatement. Et voici ce qui rend JavaScript vraiment puissant. Il ne sert plus seulement aux pages web. Avec Node.js, JavaScript s'exécute également sur des serveurs. Vous pouvez créer des applications mobiles, des applications bureau et même des outils en ligne de commande avec. Maintenant, regardez l'extrait de code en bas de la diapositive. C'est le classique premier programme, console.log. Bonjour tout le monde. Donc, on va mettre cela en pratique très rapidement. Donc, ouvrez votre navigateur et après, cliquez sur F12. Voilà. On a l'outil développeur qui s'ouvre et on se rend directement dans l'onglet console. Et ce qu'on va faire, c'est d'écrire console.log. On ouvre les parenthèses, on ouvre les guillemets, on écrit bonjour tout le monde. D'accord? On ferme les guillemets, on ferme les parenthèses et puis on clique sur entrée. On voit que la console nous a renvoyé ce qu'on a écrit. Donc on a logué sur la console. Et vous venez d'exécuter JavaScript. Voilà comment ce langage est accessible. Bien. Le module 2. Les variables et types de données. Une variable est comme une boîte étiquetée. Vous y mettez une valeur, vous lui donnez un nom et vous utilisez ce nom pour y faire référence plus tard. En JavaScript, nous avons 3 façons de déclarer une variable. L'ancienne méthode est var. Vous la verrez encore dans de vieux codes, mais nous l'évitons aujourd'hui à cause de comportements bizarres. La méthode moderne est let. Utilisez-la quand vous avez besoin de changer la valeur plus tard. Et const, c'est pour les valeurs qui ne doivent jamais changer. C'est votre choix par défaut autant que possible. Sur la partie droite de la diapositive, vous pouvez voir les différents types de données que JavaScript comprend. Les chaînes de caractères sont du texte, entouré de guillemets. Les nombres sont juste des nombres, entiers ou décimaux. Les booléens sont vrais ou faux, comme un interrupteur on-off. Et null signifie intentionnellement vide. Et le mot-clé undefined signifie aucune valeur n'a encore été attribuée. Et les tableaux sont des listes ordonnées, nous les couvrirons au module 5. Regardez le code en bas. Nous créons une variable prénom avec la valeur Alice,
et un âge avec 25, et étudiant est mis à trou, puis nous affichons prénom, âge, an dans la console, simple et propre. Un conseil rapide, utilisez toujours const par défaut, passez à let uniquement lorsque vous savez que vous devez changer la valeur. Le module 3, donc les opérateurs et conditions. C'est là que votre code commence à prendre des décisions. Regardons d'abord les opérateurs. Vous avez les opérateurs arithmétiques pour les mathématiques, plus, moins, multiplier, diviser. Le signe pourcentage vous donne le reste, qu'on appelle modulo. Le double astérisque est pour l'exponentiation. Donc, par exemple, lorsqu'on met 2 avec 2 astérisque 3, ça veut dire 2 à la puissance 3. Les opérateurs de comparaison vous permettent de comparer des valeurs. Et voici quelque chose de vraiment important. Regardez la boîte d'avertissement à gauche. En JavaScript, le double égal vérifie l'égalité, mais effectue une conversion de type, ce qui peut provoquer des bugs. Le type égal est l'égalité stricte. Il vérifie à la fois la valeur et le type. Utilisez toujours le triple égal. Maintenant, regardons le if-else, le fondement de la prise de décision dans le code. Regardez l'exemple. Nous avons une variable note mise à 75. Si la note est supérieure ou égale à 90, nous affichons très bien. Si elle est supérieure ou égale à 70, nous affichons bien. Sinon, nous affichons réessayer. L'ordinateur vérifie chaque condition dans l'ordre et exécute la première qui est vraie. L'opérateur terneur en bas est un raccourci en une ligne pour les if-else simples. Lisez-le comme suit. Si la note est supérieure ou égale à 70, message égal à reçu. Sinon, message égal échoué. Très pratique une fois qu'on s'y habitue. Donc, pour le module 4, nous allons attaquer les fonctions. Les fonctions, c'est l'un des concepts les plus importants de toute la programmation. Une fonction est un bloc de code qu'on nomme et réutilisable. Au lieu d'écrire la même logique encore et encore, vous l'écrivez une fois dans une fonction. Vous lui donnez un nom et vous l'appelez chaque fois que vous en avez besoin. Regardez les 3 styles sur la diapositive. La déclaration de fonction traditionnelle utilise le mot-clé function. Les expressions de fonction stockent une fonction dans une variable et les fonctions fléchées, introduites en ES6, sont le raccourci moderne que vous verrez partout aujourd'hui. Toutes les 3 fonctions font la même chose. Elles prennent un nom et renvoient un salut. La syntaxe est juste différente. Maintenant, regardez le bloc de code en bas. La fonction additionnée prend 2 paramètres, A et B, et renvoie leur somme. Quand nous appelons additionner, entre parenthèses 3, 4, JavaScript exécute le corps de la fonction et nous renvoie 7. Cette valeur retournée peut être passée directement à console.log. Les paramètres sont les variables listées dans les parenthèses lors de la définition de la fonction. Les arguments sont les valeurs réelles que vous passez lors de l'appel. Donc, dans additionner 3 à 4, 3 et 4 sont les arguments. Les fonctions sont la clé pour écrire un code propre et organisé. Commencez à penser en fonction. Module 5. Les tableaux et objets. Ce sont vos 2 principaux outils pour stocker les collections de données. Un tableau est une liste ordonnée. Regardez le bloc de code à gauche. Nous créons un tableau fruit avec 3 éléments. Vous accédez aux éléments à travers les crochets, tout en donnant l'index, en commençant à compter bien évidemment par 0. Les tableaux, on commence à compter par 0. Donc, fruit crochet 0 nous donne pomme. Les tableaux sont livrés avec de puissantes méthodes intégrées. Le push ajoute un élément à la fin. Le pop supprime le dernier élément du tableau. Et le length nous indique combien d'éléments s'y trouvent. Et le for each permet de parcourir chaque élément et de faire quelque chose avec ces éléments. Les objets à droite stockent les données sous forme de paires clé-valeur. Pensez-y comme un formulaire. Chaque champ a un nom, la clé, et une valeur. Notre objet personne a un nom, un âge et même une méthode, qui est une fonction attachée à un objet. Pour accéder aux propriétés, utilisez la notation par point. Personne.nom vous donne Alice. Voici une façon pratique d'y penser. Utilisez les tableaux quand l'ordre compte et que les éléments sont du même type. Une liste de produits, par exemple, une liste de scores. Tandis qu'il faut utiliser les objets quand vous décrivez quelque chose, tel un utilisateur, un produit, une voiture, avec plusieurs propriétés différentes.
Le module 6 portera sur le DOM, ou autrement appelé Document Object Model. C'est là que JavaScript devient vraiment passionnant, car c'est ainsi que vous connectez votre code à du vrai HTML sur une page web. Le navigateur convertit votre HTML en un arbre d'objets. Cet arbre est le DOM. JavaScript peut le lire et modifier n'importe quelle partie de cet arbre. Regardons d'abord la sélection d'éléments. Nous avons le getElementById qui trouve un élément par son attribut ID. Le querySelector trouve le premier élément qui correspond à ce sélecteur CSS. Vous pouvez donc sélectionner soit par la classe, directement par l'élément, donc la balise, ou tout ce que vous utiliseriez en CSS. Le querySelectorAll renvoie tous les éléments correspondants sous forme de liste. Une fois que vous avez sélectionné un élément, vous pouvez le modifier avec .textContent. Cela vous permet de définir le texte. La propriété style vous permet de changer le CSS directement. Donc, élément.style.color égale à rouge rend le texte rouge. ClassList.toggle ajoute une classe si elle n'est pas là, la supprime si elle est. Donc, c'est parfait pour afficher ou masquer des éléments. Le dernier bloc de code vous montre comment créer tout un élément, un nouvel élément, définir son texte et l'insérer dans la page. Vous ne lisez pas seulement la page, vous y écrivez en temps réel. C'est la base de tout ce qui est interactif sur le web. Donc nous allons faire une petite démonstration sur la manipulation du DOM. Donc ce que j'ai fait ici, c'est créer un dossier que j'ai appelé DOM et que à l'intérieur de ce dossier, j'ai créé deux fichiers, index.html, donc qui est le point d'entrée de notre page, et après le JS, donc script.js, pour le moment qui est vide. Donc index.html, je l'ai lié au fait avec le script. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va écrire ici comme script va venir modifier notre page HTML. Donc on va faire ici quelque chose de très basique. Pour le moment, je vais créer un élément. Qu'est-ce qui me vient en tête? Bon, peut-être aller un bouton, d'accord, dans lequel je vais mettre bouton, btn, d'accord, comme ça tout en majuscule. J'enregistre et on va aller dans le navigateur pour voir ce qui va se passer. Donc voilà, on voit que le bouton ici il a été créé, il n'y a aucun style qui est appliqué. Donc ce qu'on peut faire ici directement, c'est de se rendre dans le bon, on reste d'abord dans le HTML. On peut sélectionner au fait le bouton directement par son nom bouton, ou on ajoute ici un ID, d'accord, et puis on va dire test. On enregistre ça, on se rend dans le JS, on va sélectionner au fait ce bouton par son ID, et on a vu tout à l'heure là sur la diapo que avec document qui nous permet d'accéder à l'objet, c'est-à-dire le DOM. Et puis on va faire un getElementById. On va essayer de sélectionner notre élément par son ID que nous avons appelé ici test. Alors ce qu'on peut faire ici, on pourrait mettre cela dans une variable. On va utiliser ici let, d'accord, qu'on va appeler test égale. On enregistre. Donc test correspond ici au bouton qu'on a créé tout à l'heure auquel on a associé l'ID test. Et lorsqu'on se rend ici à la ligne suivante, on écrit test, d'accord, point. On a dit que text content nous permet de changer quoi? Le contenu de notre élément. Donc ici, on va dire quoi? Ça va être test, d'accord, au lieu de btn. On enregistre et puis on se rend dans le navigateur pour voir ce qui va se passer, d'accord. Et voilà, on a vu, on a changé ici le contenu de notre test, donc qui était btn, et là maintenant on a test au lieu de btn. Et puis on peut aussi par exemple changer la couleur, d'accord, et on peut dire test, donc point style, donc point color. On va dire que on veut appliquer la couleur red. On enregistre, donc on se rend. Voilà, on a changé au fait la couleur de notre bouton. Aussi basique que cela pourrait aussi simple, basique que cela pourrait paraître. Donc c'est comme ça on manipule les éléments en fait de notre DOM. Donc ce qui est fait ici pour le bouton pourrait être fait pour une liste, pourrait être fait pour tout autre élément. On pourrait aussi créer même nous directement notre élément dans le JavaScript comme ça a été montré sur la diapo. Donc on va continuer, et dans d'autres cas pratiques au fait sur les projets qu'on aura entamés, on va énormément manipuler le DOM. Donc voilà, merci. Donc, le module 7, les événements. C'est là que vos pages réagissent à l'utilisateur.
Un événement est tout ce qui se passe dans le navigateur. Un clic, une pression sur une touche, une soumission de formulaire, le chargement de la page. JavaScript vous permet d'écouter ces événements et d'exécuter du code lorsqu'ils se produisent. Regardez les 4 catégories sur la diapositive. Les événements souris comme click et mouse over, qui veut dire lorsqu'on survole un élément. Donc, les événements clavier quand l'utilisateur tape, les événements de formulaire quand les entrées changent ou que les formulaires sont soumis, et les événements de page comme DOM Content Loaded qui se déclenchent quand le HTML est entièrement chargé. Maintenant, regardez le code. Nous sélectionnons le bouton avec Query Selector, puis nous appelons Add Event Listener en passant à 2 choses. Le nom de l'événement sous forme de chaîne, comme le clic, et une fonction à exécuter quand cet événement se produit. Cette fonction s'appelle le gestionnaire d'événements ou callback. L'objet événement que nous avons nommé événement dans le paramètre est automatiquement passé à votre gestionnaire. Il contient des informations sur ce qui s'est passé, où l'utilisateur a cliqué, quelle touche a été pressée, et ainsi de suite. Événement.PreventDefault est particulièrement utile. Il arrête le comportement par défaut du navigateur. Comment empêcher un formulaire de recharger la page lorsque on fait la soumission du formulaire. Les événements sont le battement de cœur de JavaScript interactif. Maîtrisez-les et vous pourrez construire n'importe quoi avec. Donc, nous allons essayer de mettre en pratique un événement tout simple. Donc, le clic sur notre bouton dont on a changé tout à l'heure la couleur. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est récupérer ici donc test.addEventListener. Et si nous, l'événement qui nous intéresse, c'est le clic. Tout simplement. Donc, ici, en deuxième paramètre, on va récupérer ici l'événement. On peut écrire événement pour être ou tout simplement E ou tout autre, tout ce qui peut être explicite pour nous. Donc, on va, dans notre cas ici, faire juste un console log, d'accord, pour dire que le bouton a été cliqué. D'accord, on va mettre donc chaîne de caractères pour que btn cliqué. Et puis, on va afficher aussi l'événement. Bon, pourquoi pas, pour voir à quoi ça ressemble. Donc, une fois que cela est enregistré, ce qu'on va faire, on va se rendre dans le navigateur. D'accord, et puis on va ouvrir ici notre console, donc inspecter, et puis on se rend dans l'onglet console. Donc, une fois qu'on clique ici sur le bouton, on voit que le message bouton cliquer s'est affiché avec l'événement. Donc l'événement ici, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est un objet au fait qui a des propriétés et des valeurs donc qu'on pourrait manipuler à notre guise. Donc on pourrait faire énormément de choses avec cela. C'était un cas d'usage très simple des événements. Alors, le module 8, JavaScript moderne, aussi connu sous le nom de ES6 et au-delà. ES6 est sorti en 2015 et a complètement changé la façon dont les développeurs écrivent JavaScript. Parcourons les 6 fonctionnalités de cette diapositive. Les templates literal utilisent des accents graves au lieu des guillemets et vous permettent d'intégrer des variables directement avec le signe $ et des accolades. Fini les concaténations de chaînes fastidieuses. La déstructuration vous permet d'extraire des valeurs d'objets et de tableaux en une seule ligne propre. Au lieu d'écrire personne.nom et personne.âge séparément, vous pouvez obtenir les deux en une seule opération. La syntaxe spread, les 3 points, vous permet de copier ou de fusionner des tableaux et des objets. Le paramètre reste également 3 points, mais dans une définition de fonction, collecte n'importe quel nombre d'arguments dans un tableau. Les paramètres par défaut vous permettent de spécifier une valeur de secours si un argument n'est pas fourni. Donc, si vous appelez saluer sans nom, il prend par défaut monde. Le chaînage optionnel. Avec le point d'interrogation avant le point, accède en toute sécurité aux propriétés imbriquées. Si user.address n'existe pas, au lieu de planter avec une erreur, il renvoie simplement undefined. Et l'opérateur de connaissance des nuls, double point d'interrogation, renvoie le côté droit seulement si le côté gauche est nul ou undefined. C'est la façon propre de définir des valeurs par défaut. Ces fonctionnalités sont utilisées dans chaque base de code JavaScript moderne. Apprenez-les et votre code paraîtra professionnel. Et voilà, c'est la fin des fondamentaux JavaScript.
Récapitulons ce que vous avez appris. Vous comprenez maintenant ce que c'est JavaScript et comment il s'exécute dans le navigateur. Vous pouvez déclarer des variables et travailler avec différents types de données. Vous pouvez écrire des conditions, construire des fonctions et travailler avec des tableaux et des objets. Vous savez comment sélectionner et manipuler des éléments HTML via le DOM, le Document Object Model, très important. Répondre aux actions des utilisateurs avec des événements et écrire une syntaxe moderne et propre avec des fonctionnalités ES6. C'est une énorme base. Vous devez être fier de vous. Maintenant, voici le conseil le plus important que je puisse vous donner. Construisez quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être impressionnant. Une simple liste de tâches, un quiz, une calculatrice de pourboire. Le moment où vous commencez à construire, tous ces concepts s'assemblent d'une façon qu'aucun cours ne peut produire ou reproduire. Après cela, je vous suggère d'apprendre les promesses et async await pour gérer le code asynchrone, puis choisissez un framework tel que React, Angular, Vue.js, pourquoi pas, Svelte, qui est actuellement aussi en pleine croissance. Si vous voulez aller au-delà du navigateur, jetez un coup d'œil à Node.js. Et pour la référence, les meilleures ressources disponibles sont Mozilla Developer Network, MDN, donc la documentation officielle. Et vous avez également javascript.info pour des explications approfondies et Free Code Camp pour la pratique interactive gratuite. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé, merci de liker et de vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne. À très bientôt. Merci.